Bienvenue dans 12-8, le podcast où l'on prend le temps de réfléchir, d'échanger et de comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de psychiatrie, un univers aussi fascinant que méconnu. Une discipline souvent entourée de préjugés, mais qui touche profondément à ce que nous sommes, à notre humanité et à nos vulnérabilités. Et pour en parler, j'ai l'honneur d'être reçu par professeur Asla dans son lieu de travail. Avec son regard d'expert et son expérience, il va nous aider à mieux comprendre cette spécialité, son évolution, ses défis, mais aussi la manière dont elle est perçue par notre société. Bonjour professeur. Bonjour, c'est toujours un grand plaisir de me retrouver parmi les membres du club Initio, avec qui j'ai déjà animé des ateliers auxquels on a déjà travaillé ensemble. Donc c'est toujours un grand plaisir d'être ici et d'être aussi parmi les étudiants. Je considère que les étudiants, c'est eux les médecins de demain, c'est eux les professeurs de demain. Et voilà. C'est un plaisir pour nous de vous avoir aussi. Pour commencer, professeur, Oui. pourriez-vous vous présenter à ceux qui ne vous connaîtraient pas et à nos auditeurs? Très bien. Alors, je suis le professeur Asla. Je suis psychiatre, chef de service à l'EHS Drit Hossein, service B. Voilà. Vous avez parlé d'étudiants, vous aussi vous avez été étudiant comme nous, très juste, et nous sommes toujours curieux de savoir comment étaient nos professeurs et quand ils avaient notre âge. Du coup, comment s'est déroulé votre cursus universitaire? Alors, le cursus universitaire, on a eu un cursus classique. J'ai fait ma formation donc, à la faculté de médecine d'Alger. Après avoir, pendant 6 années, au-delà, on a passé ce qu'on appelle le test de résidana après l'obtention pour devenir psychiatre. Alors, je vais dire juste une petite anecdote, peut-être à travers votre question. Est-ce qu'il y a cette notion de vocation ou pas? Est-ce qu'on a cette vocation? Au départ, je dirais que c'était pas inscrit pour devenir psychiatre. C'était pas inscrit dans ma tête. Je vais dire la chose il y a une chose qui était sûre, c'est que je voulais faire médecine. Ça, c'était catégorique. Et cela, je l'avais su déjà très tôt, c'est-à-dire déjà au collège et au lycée. Est-ce qu'il y aurait de l'influence? Peut-être, forcément, de mon environnement, peut-être familial, de mes frères et sœurs qui étaient aussi médecins. À travers les lectures aussi, il y a des lectures aussi, on est influencé par certains écrivains qui décrivent un peu tout ce qui est en rapport avec, qui ont décrit des médecins dans leurs œuvres. Mais sachez que on a passé le test de Résidana et qu'on a été reçu, il y avait moi et mon copain, on a été voir un peu quels sont les postes qui ont été pourvus. Donc on avait donné à l'époque 240 postes. Donc on a écrit tout cela. Et arrivant à la maison, je vérifie, je vois les postes et je vois qu'il manquait 10 postes. Donc j'appelle le copain, je lui dis, écoute, quels sont les 10 postes manquants? Il m'a dit, je ne sais pas, on a noté les mêmes trucs. Donc le lendemain, on s'est déplacé justement pour voir quels sont les postes restants. Et à ce moment-là, mon choix, et sachez une chose, qu'il n'y avait pas le choix de psychiatrie, qu'il n'était pas, figurait même pas. Alors je me suis dit, peut-être est-ce que je vais aller vers la chirurgie, mais sans grande conviction. Et au moment où j'arrive et je vois les postes manquants, c'est lesquels? C'est les 10 postes de psychiatrie. Et là, c'était une évidence, c'est-à-dire que pour moi, la psychiatrie, elle s'est imposée d'elle-même. Bon, forcément, il y a toujours l'influence, probablement le stage que j'avais effectué à Drit Hossein, ici là où j'exerce, du temps du Allah yarhamou, le professeur Boussepsi, qui est donc une personne remarquable de très très grandes compétences, donc il nous avait quelque part déjà influencé, parler bien de ce qu'est la psychiatrie, des difficultés d'être un psychiatre dans ce sens. Donc voilà. Donc arrivé au niveau une fois que j'arrive à ce niveau-là, donc je passe le test de Résidana, et après on obtient ce qu'on appelle, on devient médecin spécialiste. Et quand on devient médecin spécialiste, c'est là où on va constater qu'on a quand même des difficultés. C'est lesquelles ces difficultés à pouvoir prendre en charge d'une manière globale le patient? Pourquoi? C'est vrai que on reçoit une formation qualifiante en matière une base de base solide, en matière diagnostique, dans le maniement des molécules, tout ce qui a trait dans ce sens, il n'y a pas de souci, donc on est apte à prendre le patient. Mais le souci, notre formation est incomplète parce qu'il faut surspécialiser et ce sont les approches psychothérapeutiques. Et l'autre difficulté, c'est qu'à ce moment-là,
il n'y avait pas de déformation. Alors, à quel moment je me suis formé justement aux psychothérapies? C'est dans les années 2000, c'est-à-dire juste après la décennie noire. Il y avait des psychiatres, des psychothérapeutes belges qui font partie d'une membre d'organisation humanitaire et qui ont proposé justement de former des psychiatres, psychothérapeutes de famille. C'est ce qu'on appelle la thérapie familiale. C'est une formation qui a duré 3 années et ces psychiatres et psychothérapeutes quand même ont énormément contribué à mettre en place cette formation. On peut dire qu'il y a une grande générosité de leur part parce qu'ils nous ont donné pratiquement toute la documentation nécessaire et surtout, c'est le partage d'expériences pratiques et cliniques qu'ils avaient pour certains plus de 20 ans d'expérience et on a pu adapter cette thérapie, elle a été adaptée au contexte socioculturel en Algérie. Donc c'est quelque chose qui nous ont permis donc de développer des compétences dans ce sens. Mais il est vrai que sans la contribution de nos aînés, sans le ministère de la Santé, ben, on n'aurait pas pu voir le jour. Donc il faut le dire un peu dans ce sens. Alors, je me suis formé à la thérapie familiale. La thérapie familiale, c'est quoi? D'une manière, on va dire, euh, globale, elle vise d'abord à améliorer les dysfonctionnements au sein d'une famille, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan émotionnel et aussi comportemental. Donc on va essayer de mettre en place, de rétablir les liens au sein de cette famille, de traiter par rapport aux conflits, aux tensions, dans ce sens-là. Et c'est surtout offrir un espace de parole pour permettre de fluidifier et comprendre et que la famille puisse apporter des solutions par rapport à ce qui se passe au sein même de cette famille. Voilà. Par la suite, forcément, je me suis formé aussi aux techniques cognitivo-comportementales. Ça aussi, c'est une technique. Là, on va s'intéresser d'une part, l'autre, on s'intéresse à la famille. Là, on s'intéresse d'une manière individuelle aux patients. Alors, les techniques cognitivo-comportementales font référence à quoi? Elles font référence au sujet par rapport aux émotions, au comportement, et elles font référence à la pensée qui sont liées entre elles. Et pour comprendre un peu c'est quoi, je vais vous donner un exemple simple. Un exemple simple. Par exemple, je suis une personne qui n'a jamais eu des soucis en empruntant l'ascenseur. Et puis un beau jour, je l'emprunte, j'emprunte cet ascenseur et l'ascenseur se bloque. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va se passer que, vous savez, je n'ai pas, j'essaye d'appeler et personne ne vient à mon secours. Et puis ensuite, j'ai personne pour comment contacter. Et là, des idées viennent, c'est que je vais manquer d'air, je vais manquer d'oxygène, donc et voilà, donc la peur de mourir, des choses de cet ordre-là. Bon, une fois quand j'arrive enfin, vers mon secours, je sors, il n'y a pas de souci. Quelque temps après, qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps après, par exemple, si je vais aller chez un ami ou bien je vais aller dans un cadre professionnel où je dois pratiquement emprunter les escaliers, aller au 8e étage, il y a un ascenseur. Je ne vais pas emprunter l'ascenseur, je vais emprunter les escaliers. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est tout simplement, j'ai adopté un nouveau comportement appris. C'est un comportement d'évitement. Donc j'évite la situation anxiogène, cette situation qui a généré des troubles. Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que doucement, doucement, je vais commencer à avoir la peur des espaces clos. Et puis doucement, doucement, il y a une évolution qui se met en place et le patient, le sujet n'est pas conscient de sa peur irrationnelle et que c'est un véritable trouble. Et c'est là où nous agissons en prodiguant cette thérapie ce qu'on appelle la désensibilisation. Donc c'est une technique dans ce sens. Et puis bon voilà, par la suite, forcément, je me suis formé à tout ce qui est à la relaxation, à l'hypnose. Et puis j'ai passé les différents concours, que ce soit donc la maîtrise qui me permet de faire une carrière hospitalière universitaire. Et puis j'ai évolué en passant les différents concours au stade d'aujourd'hui où je suis chef de service. Voilà. On voit, professeur, à travers votre parcours, que la médecine est une formation continue Oui. et que vous n'avez jamais cessé d'apprendre et que la psychiatrie est une spécialité très riche et complexe. Quelle définition donneriez-vous à la psychiatrie et trouvez-vous qu'elle demeure encore incomprise aujourd'hui?
Oui, vous avez totalement raison de lier ces deux questions. D'abord, comment la définir et est-ce que la psychiatrie demeure-t-elle incomprise ou non? Par rapport à la première question, bon, la définition classique, la définition classique, on va dire que la psychiatrie d'abord est une discipline médicale et qui traite les troubles psychiatriques. D'autre part, c'est-à-dire qu'elle va améliorer et traiter tout ce qui est en rapport avec les émotions, avec les comportements et avec tout ce qui est dans la construction de la pensée. Mais tout ça, c'est en lien direct aussi avec l'environnement. Alors pour rebondir sur la deuxième question qui est aussi en lien avec la première, est-ce que la psychiatrie demeure-t-elle incomprise? Vous avez totalement raison de le dire, oui. Alors, c'est vrai que malgré les grands progrès scientifiques, malgré les efforts de sensibilisation, d'information, il y a toujours cette incompréhension. Et cette incompréhension, pourquoi il y a cette incompréhension? Parce qu'il ne faut pas oublier que la psychiatrie a un lourd passé. Ce lourd passé, il est rattaché à, quand on parle de psychiatrie, on parle d'asile. Et alors, si on parle d'asile, qu'est-ce que c'est? Les asiles, vous savez, c'était bien avant le XVIIIe, le XIIIe siècle, bien avant, et bien tout ce qui présentait des troubles psychiatriques, la société devait les enfermer loin de la société, et là, ils étaient enchaînés, et en même temps, on pratiquait chez eux pratiquement des traitements inhumains, il faut le dire. Et si on revient encore au Moyen Âge, alors comment était considéré un qui présentait des troubles psychiatriques? Soit on le considérait qu'il était possédé, donc voilà, par un Satan, et qu'il était possédé par des djinns ou des choses de cet ordre-là, ou bien c'était un véritable sorcier. Donc ils avaient recours à la sorcellerie et ils étaient condamnés à mort et certains étaient totalement brûlés. Donc vous voyez un peu tout cela. Et l'asile est resté lié à la psychiatrie. Et heureusement, vers le 19e siècle et bien après, il y a des médecins généralistes qu'on a appelés à l'époque les aliénistes, qui ont énormément contribué à améliorer les conditions humaines, les conditions du patient. Donc ils ont humanisé quelque part leur prise en charge, ils ont enlevé ce qu'on appelle les chaînes, tout ce qui s'ensuit. Et doucement, doucement, on commence à s'intéresser aux patients, on commence à s'intéresser que le trouble psychiatrique est une véritable maladie médicale. Donc on commence à s'y intéresser. Mais le souci, c'est que on a souffert et on continue de souffrir de cette stigmatisation de la psychiatrie. Et aussi, l'autre problème, c'est que est-ce que c'est aussi la méconnaissance et l'ignorance que les troubles psychiatriques existent réellement. Parce qu'on considère que le trouble psychiatrique, pour certains, sont des maladies surnaturelles. Donc on voit un peu cette forme de stigmatisation qui a amené un peu cette incompréhension, alors que le trouble psychiatrique est réel, que la maladie, elle existe, elle est là, et que la psychiatrie repose sur des connaissances scientifiques solides, ça ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'elle fait référence aux neurosciences, à tout ce qui a trait à la biologie au niveau cérébral. Elle fait référence à la génétique, elle fait référence à la psychologie et aussi à l'environnement, parce qu'il y a une interaction aussi dans l'environnement qui peut provoquer des troubles dans ce sens. Voilà ce que je peux dire, et puis on pourra revenir après. On peut noter aussi l'impact de la culture populaire, que ce soit des romans, des films, sur l'image qu'on a de la psychiatrie, puisque notre premier contact avec la notion de psychiatrie, de folie, disons-le, se fait à travers des films et des romans qui renvoient souvent une image totalement fausse et erronée. Oui, forcément, les médias ont participé, justement, ont participé à véhiculer ces stéréotypies dans le sens du malade psychiatrique, du fou, et on montre une espèce d'asile, et donc elle reste comme ça. Il y a cette influence des médias qui participe aussi à cette stigmatisation. Oui, tout à fait. Professeur,
Si vous pouvez nous parler d'un cas clinique ou d'un patient qui vous aura particulièrement marqué durant votre carrière. Oui, très bien. Alors, oui, le souci, c'est qu'il n'y a pas un cas, il y en a plusieurs. Bon, allez-y, les plus marquants. Il y en a plusieurs. Bon, je vais citer une situation clinique. Il y en a plusieurs. Hein. Je vais citer cette situation que je décris souvent, que j'illustre quand je reçois les étudiants qui font leur module de psychiatrie. Alors, cette situation clinique est intéressante parce qu'on va voir aussi l'impact de l'environnement et l'influence aussi dans l'apparition ou non du trouble. Alors, il s'agit, je vais décrire une situation, bien sûr, tout en préservant l'anonymat, ça c'est une évidence, vous allez me dire, ça coule de source, et que je ne vais pas définir les lieux, tout ce qui s'ensuit. Donc, on va s'y intéresser à la situation clinique. Alors, c'est une situation, je vais décrire une patiente, et le récit m'a été fait par la patiente elle-même, et aussi par les membres de sa famille, c'est-à-dire son époux, et ses enfants. Alors, c'est une patiente qui, jusqu'à l'année 2000, ne présentait aucun trouble psychiatrique. C'est quelqu'un qui était indemne de tout trouble psychiatrique, qui n'était pas connu du milieu psychiatrique, qui a eu une évolution le plus normalement possible, hein, entre guillemets, c'est quelqu'un, c'est-à-dire qui a vécu avec sa famille, au courant de sa première enfance, seconde enfance, en adolescence, il n'y a pas eu de truc particulier. Elle est arrivée en troisième année secondaire, elle a travaillé quelque temps, puis ensuite elle s'est mariée et elle a eu des enfants. Jusque-là, il n'y a pas de truc particulier. Et on entre dans la période de la décennie noire, c'est-à-dire on est dans les années 90. Là, forcément, c'est une période très critique. C'est une période très critique il n'y a pas que la patiente. Une bonne partie d'Algériens ont vécu cette situation qui était un véritable drame. Il y a eu, en soulignant qu'il y a eu des massacres dans ce sens. Et elle, quand elle sortait le matin de chez elle pour accompagner les enfants à l'école, forcément, il y avait des corps, des cadavres qui étaient là, des cadavres qui étaient mutilés. Et personne n'est préparé, on n'est jamais préparé émotionnellement à vivre des situations de cet ordre-là. Et donc, on vit dans des situations dans l'insécurité absolue, totale, parce qu'on est là, on entend par là que voilà, il va y avoir des terroristes qui vont venir pratiquement venir les assassiner, et donc on entend un peu partout les actes de barbarie dans ce sens. Et puis viennent la décennie, vient les années 2000, c'est-à-dire bien après, une fois que l'Algérie, il y a un retour, on va dire, au calme, un retour au calme dans ce sens. Mais là, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a été, on va dire, on a subi des violences extrêmes, on va dire que là, il faudrait réapprendre à vivre et surtout à se reconstruire. C'est là toute la difficulté, c'est toute là la problématique. Et beaucoup de familles ont vécu des situations de drame. Et quand on dit se reconstruire, c'est quelque part comment pouvoir faire le deuil. Beaucoup de familles n'ont pas pu faire le deuil, c'est un deuil non résolu, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle leurs enfants ont été portés disparus, des choses de cet ordre-là. Ceux qui ont vécu aussi des traumatismes extrêmes, des violences extrêmes, qui ont assisté, qui ont vu la mort de leurs frères, de leurs sœurs, eux-mêmes ont été victimes. Et quelque part, vous savez, il faudrait à un moment donné, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est qu'il faudrait aller vers la réparation. Et la réparation, elle ne peut passer que par la reconnaissance. C'est vrai qu'après la décennie noire, il fallait aller vers la paix, trouver cet équilibre. Mais en même temps, ces familles ont besoin de reconnaissance parce qu'il faut reconnaître le passé et la reconnaissance de ce qu'ils ont subi.
Et là, je dis, c'est loin des débats politiques, loin de tout cela, loin des idéologies, c'est comment justement aller vers la réparation. Et tôt ou tard, il faudrait aller vers cette reconnaissance parce qu'on ne peut pas vivre avec, en étant amnésique. C'est-à-dire, on ne peut pas effacer. On ne peut pas nier et on ne peut pas nous-mêmes se définir et se reconstruire. Et je ne peux le faire que lorsque je retrouve ma propre identité, mon histoire et la reconnaissance dans ce sens. Donc c'était un peu dans ce sens-là. J'ai ouvert une parenthèse parce qu'il y a un lien direct et c'est aussi ce que la patiente a vécu. C'est un peu comme faire le deuil. La première étape, le déni. Oui, mais voilà, mais le deuil n'est pas résolu parce que pour que le deuil se déroule, il faut qu'il y ait toutes les étapes et ça peut-être qu'il faudrait à un moment donné justement aller revoir un peu et mettre en place tout ce qu'il faut pour justement aller et apporter une paix en soi. Hein, c'est quelque part retrouver cette paix. Parce que les conséquences de cette décennie, on continue à l'observer aujourd'hui parce que ça donne des troubles, des états de stress post-traumatique, ça donne des troubles de l'anxiété, ça donne des dépressions. Il ne faut pas oublier qu'il y a une transmission transgénérationnelle qui se fait aussi par rapport au vécu, au traumatisme, dans ce sens. Donc si je reviens à la patiente, voyez-vous, il fallait aussi que la patiente elle va se reconstruire. Mais comment va-t-elle se reconstruire? Vous allez voir comment elle va glisser tout doucement du monde réel vers le monde irréel. Et elle va commencer à présenter des modifications dans son comportement. Elle va devenir irritable, anxieuse, elle va manifester des retraits, elle s'isole, elle commence à être méfiante vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de ses enfants. Et puis, un jour, un matin, elle se réveille, elle est persuadée qu'en fait son mari a été assassiné et que son mari a été remplacé par un sosie. Ça, elle en est convaincue. Elle a compris à travers le regard, elle a compris à travers les gestes. Et qu'il y aurait une complicité aussi par rapport avec ses enfants. Et là où c'est un peu plus complexe, c'est qu'elle, elle était persuadée aussi qu'en réalité, elle a compris que sa famille d'origine, elle a été adoptée par sa famille d'origine. Comment elle l'a su? C'est elle a compris aussi que son père biologique, c'est une personne qui a occupé de hautes fonctions d'État, dans ce sens, et qui avait eu une liaison, une relation avec une étrangère. Et là, on est pendant la guerre de libération. Elle est née pendant la guerre de libération. Et il y a eu naissance de 2 jumelles. Et que sa mère, qui était étrangère, devait quitter le pays, l'Algérie. Et à ce moment-là, il fallait qu'elle se sacrifie d'une des 2 jumelles. Donc elle a pris une, et pour elle, c'est elle qui a été adoptée. Voilà. Donc il y a quelque chose dans ce sens où... Voilà. Et il y a toute une reconstruction de son univers, de son monde, et elle passe d'un monde réel dans un monde irréel, et elle reconstruit. Elle reconstruit sa filiation. Donc ce qu'on appelle, nous, c'est un délire de filiation. C'est-à-dire qu'elle ne se reconnaît plus que ses parents sont ses parents, et qu'elle a une autre filiation dans ce sens. Et à partir de là, où on va voir un peu l'évolution du trouble, comment il continue à évoluer, c'est qu'elle était persuadée que ses enfants étaient kidnappés, que ce n'est plus ses enfants, et que c'est les enfants de sa jumelle. Voilà. Comment elle le sait? Elle le sait. Elle a toujours su. Hein? Et elle a compris. Donc forcément, il y a quelque part, et que sa sœur jumelle est en lien avec tout un réseau du terrorisme. Et à partir de là, elle s'est construite un peu, et il y a eu de gros troubles qui ont amené des troubles du sommeil, où elle ne dormait plus, elle était aux aguets,
Elle était persuadée que son mari qui a été assassiné, que son sosie va venir quelque part et ses enfants ont l'assassiné pendant son sommeil. Donc elle s'enfermait et elle gardait auprès d'elle un couteau dans ce sens. Et c'est dans ce contexte qu'elle a été hospitalisée. Elle a été admise et il a fallu, on va dire, plusieurs mois pour pouvoir ébranler un peu son délire, ses convictions. Donc, il a fallu beaucoup de temps, énormément de temps, pour prendre de la distance vis-à-vis de cela. Donc on voit quelque part ici comment l'individu ou le sujet bascule alors qu'au départ il était dans un monde qu'il vivait le plus normalement possible et puis doucement comment il bascule dans la maladie dans ce sens. Et on voit comment elle a recours au monde irréel pour se redéfinir, se reconstruire. Donc c'est l'incapacité en fait à pouvoir se reconstruire et se redéfinir dans ce sens. Voilà, donc c'est une situation un peu qui a demandé énormément de temps, mais on y est arrivé quand même parce que c'est quelqu'un que je continue à traiter au jour d'aujourd'hui et qui a repris, qui est très bien adapté, qui a repris sa vie sociale et sa vie familiale et voilà, un peu dans ce sens. Voilà. Professeur, vous avez parlé de signes avant-coureurs, avant que le délire ne se déclare, c'est ça? Oui. L'anxiété et tout. Son entourage aurait-il potentiellement pu prévenir cette dégradation de son état de santé si elle avait peut-être consulté dès ses prodromes? Alors, le grand souci, c'est c'est-à-dire que ces symptômes, quand ils apparaissent, ou ces signes, ne sont pas considérés comme des troubles psychiatriques. Donc, pour nous, pour une bonne partie, c'est peut-être soit elle passe un mauvais moment, ou bien qu'elle est en colère, ou qu'on lui ait une mauvaise phase. Mais on n'a pas cette culture dans le sens où peut-être cette culture de comprendre qu'il y a un début qui est en train de se mettre en place, une maladie qui est en train d'évoluer progressivement, et que c'est vrai que si on était intervenu bien avant, peut-être on aurait évité l'évolution chronique de la maladie en elle-même. Du coup, est-ce que vous conseillerez à toute personne qui ressent une anxiété ou qui a des débuts brutal de venir consulter Oui, ou de voir un psychiatre ou un très psychothérapeute très bien. Donc, on ne va pas tout psychiatriser, bien sûr, hein, on est d'accord, mais il faudrait justement à quel moment se dire qu'il faudrait aller vers consulter un psychiatre ou demander de l'aide, c'est lorsqu'on a l'installation de cette anxiété, de cette tristesse qui s'installe et qui dure dans le temps. Parce que vous savez, tous comme on est, nous avons notre humeur. Notre humeur, c'est une affectivité de base qui oscille, on va dire, entre la joie et la tristesse. Donc, ça dépend des événements, parfois des événements heureux ou des événements tristes. On peut passer par des déceptions, on peut passer par des situations d'échecs, des choses de cet ordre-là. Parfois, on peut rebondir, mais parfois, quand on a ces symptômes qui vont durer dans le temps, qui vont persister, alors là, il faut consulter parce que ça peut inaugurer une évolution vers des troubles anxieux ou vers une dépression. On peut dire que les mécanismes d'adaptation ne suivent plus, c'est ça? Oui, effectivement, c'est très bien. C'est-à-dire les mécanismes d'adaptation mis en place ne peuvent pas gérer et répondre à ces situations données dans ce sens. Donc les mécanismes d'adaptation sont défaillants. J'ai remarqué, docteur, que lorsque vous avez raconté cette histoire ou ce cas clinique, vous n'avez pas évoqué le diagnostic. Est-ce que, allez-y. Oui. contrairement aux autres spécialités où le diagnostic est quand même très important, vous n'avez quand même pas évoqué le diagnostic. Est-ce qu'il n'est pas aussi important que ça en psychiatrie? Le diagnostic, on va dire, le diagnostic est peu important. Bien sûr qu'il faut un diagnostic, forcément. Ça, pour classer même
même au niveau de la sécurité sociale, la sécurité, tout ce qui s'ensuit, il faut un diagnostic dans ce sens pour qu'il puisse bénéficier de sa sécurité sociale dans ce sens-là. En fait, c'est pas le diagnostic qui est important. Parce que quand on prend le sujet, on prend dans sa globalité, c'est qu'on va traiter les symptômes, on va traiter les troubles, on va traiter ses émotions, ses comportements, son mode de pensée, donc la construction, comment elle se met en place. C'est parce que quand on prend le sujet, on le prend dans sa globalité. Quand on dit on le prend dans sa globalité, c'est-à-dire il y a le sujet, il y a le contexte, là où il a vécu, donc avec sa famille, au niveau social, au niveau professionnel, et aussi quels sont les événements en lui-même, les interactions de l'environnement par rapport au déclenchement du trouble. Le diagnostic, il est important pour nous, enfin, il est important dans la mesure qui nous permet un peu de situer, de situer le patient dans telle ou telle pathologie, mais chaque cas est un cas, hein, d'accord? Ce qui est important pour nous, c'est d'améliorer son état de bien-être. C'est ça qui est le plus important. C'est de le soulager de cette souffrance. Voilà, donc c'est ça qui est capital pour nous. Donc, professeur, vous avez dit que vous suivez toujours cette patiente. Oui. J'aimerais savoir, y a-t-il des résidus de son délai déjà? Et quel souvenir garde-t-elle de cet épisode? Ah, oui, c'est très bien de le dire. Alors, est-ce qu'il y a des résidus? Non, il n'y a pas de résidus, absolument pas. Elle a pris conscience qu'à un moment donné dans son histoire, elle est passée du monde réel au monde irréel. Hein, il y a cette mise à distance aujourd'hui, il y a cette conscience quelque part, elle a sombré dans ce monde imaginaire. Forcément, ce qui est le plus important, c'est qu'elle comprenne que si elle a sombré dans ce monde imaginaire, c'est qu'en fait que c'est en rapport avec une maladie, c'est une affection médicale, hein, c'est une affection à part entière. Maintenant, vous savez, vous allez me dire comment on arrive à comprendre ce monde, ce que j'entends par le monde imaginaire, où la personne construit un peu ce monde, c'est tout simplement, il faut revenir à, par exemple, si je vous pose la question, et c'est ce que je pose souvent aux étudiants, quand vous faites un cauchemar, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, très bonne question. Quand on se réveille, on ne sait pas trop si Oui, mais là, on est dans le réveil. Avant le réveil, qu'est-ce qui se on le passe pour réveille. vous? Oui. Ah, c'est une souffrance, un cauchemar. On est stressé, on est angoissé. Donc ce que vous dites, vous pouvez être soit acteur ou bien vous pouvez être en même temps observateur. C'est-à-dire vous êtes en train de vivre une autre réalité, mais cette réalité que vous êtes en train de vivre est celle-là, il n'y en a pas d'autre, elle est vraie. Donc vous adhérez pleinement à cette réalité. Ce que vous êtes en train de vivre dans votre cauchemar, il est vrai à ce moment-là. Donc vous adhérez pleinement à ce vécu. Vous le vivez. Pourquoi vous le vivez pleinement? C'est parce qu'il y a des réactions de peur, il y a des réactions de pleurs. Et donc vous réagissez affectivement, hein, pleinement à cette situation. Et puis après, au réveil, comme vous l'avez dit, vous êtes soulagé. Oui, vous êtes soulagé. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, vous reconnaissez votre lieu, vous avez des facteurs de réalité qui vous permettent de reconnaître cet espace, et c'est votre chambre. Vous reconnaissez la literie, vous reconnaissez tout ce qui constitue le lieu, là où vous y êtes. Et il y a un soulagement. Mais pendant, vous y avez adhéré. Malgré que si vous vivez une situation complexe dans ce rêve, dans le cauchemar, vous pouvez être dans un endroit et être transplanté dans un autre endroit, dans un autre lieu, et vous y adhérez. Alors pour ceux qui vivent ce que j'appelle moi celui qui a des troubles psychiatriques et qui vit dans un monde imaginaire, qui est en proie à des phénomènes hallucinatoires, ce qu'on appelle nous le délire, tout ça, eh bien vous voyez, il n'a pas cette capacité de prendre conscience que ce qu'il est en train de vivre est une pure construction de son cerveau. Il n'a pas les moyens. Et c'est comme ça que quand on dit la personne, elle sombre
tout doucement. Alors quand les sujets arrivent à prendre conscience, forcément il faut faire attention après est-ce qu'il n'y aurait pas l'installation de la dépression? Parce que forcément quand on prend conscience de notre vécu, et alors là il faudrait aller renforcer et traiter, faire très très attention, traiter s'il y a des éléments de la dépression qui peuvent faire suite juste à ce moment, ce qu'on appelle nous ce moment psychotique. Voilà, c'était juste pour essayer de comprendre un peu ce que vivent les patients dans ce sens-là. Vous aurez peut-être un autre cas à partager ou on passe à la question On peut suivante? passer à la question D'accord. suivante. Oui. J'ai ressenti beaucoup d'empathie lorsque vous avez parlé de cette patiente. Quelles sont selon vous les qualités nécessaires pour être un bon psychiatre, disons-nous? Oui, très bien, oui. Qu'est-ce qu'un bon psychiatre? Alors la question, oui, elle est pertinente. Vous savez, parce qu'en psychiatrie, c'est un peu particulier. Il ne suffit pas de maîtriser les connaissances médicales. Et aussi, malgré que forcément on va acquérir de grandes connaissances sur le plan de la psychiatrie, sur le plan neurosciences, tout ce qui a trait à la psychologie, des compétences cliniques, mais cela reste insuffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément central en psychiatrie, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Alors c'est quoi cette empathie? C'est ce qui va permettre justement d'établir le lien de confiance entre le patient et le thérapeute. Cette empathie passe par ce qu'on appelle, c'est un élément central parce que elle passe, cette empathie va permettre au patient de pouvoir se livrer librement et facilement, et cela par une écoute attentive de la part du thérapeute et bienveillante, tout en respectant la confidentialité, tout en respectant l'éthique professionnelle, et c'est surtout permettre au patient de lui donner un cadre thérapeutique. Et ce cadre thérapeutique, il faudrait, c'est-à-dire c'est offrir un espace qui appartient au patient, hein, qui lui appartient. Ce temps est son temps. C'est manifester de la disponibilité, et cette disponibilité, cette écoute bienveillante va permettre justement au patient de pouvoir s'exprimer, exprimer ses émotions, exprimer son ressenti et surtout ses pensées négatives. C'est aussi lui permettre, lui offrir un espace de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce lien qui se met en place, et c'est ce qu'on appelle, nous, l'alliance thérapeutique. Et c'est là où vous allez amener, pouvoir traiter, parce que vous allez amener cette adhésion du patient. Et c'est pour ça que je dis l'élément capital, essentiel, c'est que le psychiatre doit avoir des compétences relationnelles essentielles, des compétences humaines. L'intelligence émotionnelle, c'est ça. Mais professeur, est-ce que trop d'empathie ne serait-elle pas un frein à votre pratique? Absolument pas. Parce que ce n'est pas un frein, bien sûr, que l'empathie est essentielle, mais il ne faut pas aller se laisser submerger par les émotions du patient. Donc il faut toujours maintenir une distance émotionnelle. D'accord? Bien sûr, il ne faut surtout pas, parce que si on est submergé, à ce moment, on devient nous-mêmes inefficace. Voilà. Et cette façon de maintenir cette distance, c'est forcément, elle est en rapport avec toute notre formation, hein, la formation clinique, la formation que nous avons et que nous apprenons à gérer les émotions des patients dans ce sens-là. Justement, professeur, l'un des enjeux majeurs de la psychiatrie est sa perception de notre société. On voit par exemple qu'il y a pas mal d'idées reçues. Par exemple, certains ne considèrent pas les maladies psychiatriques comme des maladies à proprement dit. Comment répondez-vous à cette idée reçue? Premièrement, d'abord, il faut déconstruire ces mythes. Il faut déconstruire ces mythes. C'est vrai que malheureusement, les troubles psychiatriques ne sont pas reconnus autant que maladies. Alors, ce sont de véritables affections médicales. Elles ont une base biologique, hein, génétique, forcément psychologique par rapport à la psychologie du sujet, et environnementale. Donc il y a intrication et interaction de ces différents paramètres. C'est une véritable maladie parce que les affections vont entraîner ce qu'on appelle, nous,
un déséquilibre chimique au niveau cérébral. Et ce déséquilibre chimique va nécessiter l'adjonction, l'intervention de traitements, de médicaments qui vont venir justement rééquilibrer ce déséquilibre chimique. La maladie, il ne faut pas oublier, ou le trouble psychiatrique, il s'agit d'un problème de défaut de transmission. Au niveau, qu'est-ce que j'entends par un défaut de transmission? Je parle de l'influx nerveux, c'est-à-dire c'est la communication d'une région avec une autre région au niveau cérébral. Il y a une région qui va être peu active, une autre région qui va être hyperactive, et ça, on est dans un dysfonctionnement par rapport aux neurotransmetteurs. Donc il y a un déséquilibre. Et pour comprendre cela, il faut revenir, par exemple, je vais vous dire, eh bien, voilà, vous avez une autoroute avec des routes secondaires. Et il peut y avoir des obstacles, soit au niveau de l'autoroute, la route principale, ou même les routes secondaires vont être endommagées. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner une mauvaise fluidité de la circulation. Et au niveau cérébral, il va y avoir d'une région à une autre qui vont avoir un dysfonctionnement dans la communication. Et ça va être à l'origine des perturbations dans le sens des émotions, dans le sens de la construction de la pensée, et qui va générer des comportements. Donc l'affection, c'est une véritable affection médicale, elle est réelle et qui nécessite des soins dans ce sens-là. Voilà. Donc il faut aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut continuer à sensibiliser, à informer de l'existence, de la réalité de ces troubles. Dans ce sens-là, voilà. Je ne sais pas si... Oui, tout à fait. C'est pourquoi nous sommes Oui. là aujourd'hui avec vous. On entend aussi souvent que les médicaments prescrits en psychiatrie rendent accro. Qu'en est-il réellement? C'est vrai, cette question, elle vient souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une méconnaissance. Voilà. Eh bien, les traitements que nous donnons ont une action ciblée. Ils agissent dans le déséquilibre chimique au niveau cérébral. Donc, ils vont améliorer ce dysfonctionnement. En améliorant ce dysfonctionnement, ils vont améliorer les troubles présentés par le patient. On est loin des drogues. Les drogues illicites, ce n'est pas de la cocaïne, ce n'est pas de l'héroïne, ce n'est pas de l'ecstasy. Donc certains ont malheureusement, disons, cette idée que quand on va prendre un traitement, alors qu'absolument pas, on ne va pas créer de dépendance. À l'inverse, on va améliorer et le bien-être des patients. Voilà. Il n'y a aucune famille de traitement psychiatrique qui crée une dépendance. Alors, il y a forcément ce qu'on appelle, nous, ceux qui ont une action politique, les benzodiazépines, mais ce sont des traitements très bien codifiés dans leur traitement, c'est-à-dire c'est des traitements de courte durée, et forcément, ces traitements, si on les donne au long cours, peuvent provoquer des dépendances. Mais on parle ici des benzodiazépines. Mais une grande partie des traitements qui traitent, par exemple, tout ce qui est les délires, tout ce qui est en rapport avec les psychoses, qui est de l'ordre de la schizophrénie, on donne des antipsychotiques qui ne provoquent pas de dépendance, au contraire, qui améliorent les conditions du sujet. Ceux qui font des dépressions, on donne des antidépresseurs, donc qui vont améliorer l'humeur dans ce sens, et ainsi de suite. Forcément, ils ont des effets secondaires, mais qui sont temporaires dans ce sens, et qui apportent qui apporte un équilibre et qui améliore les symptômes présentés. Voilà, un peu dans ce sens. Peut-être que c'est à cause aussi des rechutes, non, professeur? Lorsque le patient arrête son traitement et qu'il rechute, son entourage pense qu'il est devenu accro à ce traitement et il y a eu cette idée reçue qui s'est installée doucement, non? Alors, vous posez une question très pertinente. C'est vrai que la notion de rechute, nous travaillons beaucoup parce que souvent, une bonne partie est liée à la mauvaise observance thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que la mauvaise observance thérapeutique? C'est-à-dire qu'une fois le patient, il ne faut pas oublier, c'est des maladies chroniques, et les maladies chroniques nécessitent des traitements au long cours. C'est comme si vous allez me dire comment vous allez traiter le diabète, comment vous allez traiter l'hypertension artérielle.
Si vous allez arrêter le traitement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a reprise, il y a décompensation de son diabète, décompensation de son hypertension artérielle et qui peut évoluer vers un problème au niveau cardiaque. Et l'autre, on connaît toutes les défaillances que cela peut avoir au niveau rénal et autres. Et en psychiatrie, c'est la même chose. Ça voudrait dire qu'il faudrait être observant, parce que c'est des traitements qui nécessitent une prise au long cours et qu'on va en diminuer graduellement pour arriver à des doses minimes d'entretien. Mais cette dose, pour certains, elle est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on peut observer des rechutes dans ce sens. Mais il ne faut pas oublier que les rechutes, elles sont en partie, elles peuvent être liées avec la mauvaise observance thérapeutique. Parfois, il peut y avoir des facteurs environnementaux, des facteurs de stress qui peuvent précipiter aussi la rechute. Donc, il faudrait prendre en considération aussi le contexte qui amène cet état. Qu'est-ce que ça sous-entend par là? Ça sous-entend qu'il faut aller vers la psychoéducation, c'est ce que nous faisons. La psychoéducation non seulement du patient, et aussi de la famille. Parce que la psychoéducation, c'est amener à expliquer ce que c'est que la maladie, les conséquences de la maladie, et surtout apprendre à vivre avec sa maladie. Bon, ça, c'est quand même important et c'est capital dans ce sens. Donc, ce que nous retenons, c'est que les troubles psychiatriques sont de vraies maladies dont les traitements ne rendent pas accro. Très bien. C'est un peu démystifié. Voilà. On a parlé de médicaments, professeur, et j'aimerais connaître quelles sont les principales armes thérapeutiques que vous utilisez dans votre pratique quotidienne, disons, de la psychiatrie. Très bien. Alors, les outils en psychiatrie, on a premièrement tout ce qui a trait à la pharmacologie, tout ce qui a trait au traitement médicamenteux, hein, dans ce sens qu'on a cité précédemment. En complémentarité avec ces traitements, ce sont des approches psychothérapeutiques. Entre autres, ce que l'on avait cité précédemment, les techniques cognitivo-comportementales et tout ce qui a trait aux thérapies familiales. Donc ça va en complémentarité. Et aussi, ce qui est complémentaire, c'est tout ce qui est en rapport avec la relaxation et l'hypnose. Et il y a une autre arme que nous utilisons aussi, c'est les traitements biologiques. Et ce qu'on appelle les traitements interventionnels, ces traitements sont indiqués dans des pathologies bien définies, c'est-à-dire qu'on est dans les pathologies résistantes. Quand on parle de résistance, par exemple, au traitement, que ce soit la dépression ou la schizophrénie, c'est-à-dire lorsqu'on a mis en place des traitements médicamenteux, des approches psychothérapeutiques, mais qui n'ont pas donné de résultats. Donc on est dans une forme de résistance et à ce moment-là, nous proposons l'électroconvulsivothérapie et aussi d'autres techniques, c'est ce qu'on appelle la stimulation transcrânienne, stimulation magnétique transcrânienne. L'électroconvulsivothérapie est une technique que nous avons mis en place depuis pratiquement une année maintenant, que nous travaillons avec des réanimateurs. C'est vrai que l'électroconvulsivothérapie aussi a mauvaise presse. C'est une technique qui nous paraît un peu barbare. Oui, c'est un peu parce que ça a été véhiculé par les médias. Mais aujourd'hui, c'est un traitement qui est très bien codifié et qui a montré tout son intérêt dans des formes de résistance qui ne répondaient à aucune thérapeutique. Et nous avons, grâce à cette technique, nous avons un patient qui était dans une forme de mélancolie, c'est-à-dire une dépression sévère, qui était dans le retrait, qui était carrément, il était dans un désinvestissement absolu, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau affectif. Et ce sujet, et pratiquement, cette évolution, elle a duré plus de 4 années.
malgré qu'il y a eu toutes les tentatives de changement de molécules. On a même recherché est-ce qu'il n'y aurait pas des pathologies médicales autres somatiques qui pouvaient entretenir cette résistance. Eh bien, l'adjonction de l'électroconvulsivothérapie a permis d'améliorer ce tableau clinique, d'améliorer cette symptomatologie et en plus, le patient a été réintégré professionnellement, c'est-à-dire dans sa vie professionnelle et même dans sa vie sociale, et maintenant il vit le plus normalement possible. C'est dire un peu son intérêt. Vous voyez quelque chose qui a une mauvaise presse parce qu'il y a une méconnaissance en réalité et qu'elle est de tout apport. Bon, son indication, elle est bien définie et circonscrite dans ces formes-là, mais nous avons des alternatives, hein, alors qu'on aurait pu laisser le patient continuer à évoluer. Et vous savez qu'est-ce qui se passe, il y a une régression de part dans la maladie et c'est un peu quelque part, plus on laisse évoluer la maladie, elle a des conséquences encore plus dramatiques dans ce sens-là. Il faut dire, professeur, aussi que le patient ne souffre absolument pas. Il y a des réanimateurs. Tout à fait. Forcément, la technique que nous envoyons, c'est vrai que nous envoyons un courant électrique, nous provoquant une crise d'épilepsie, mais qui est totalement atténuée parce que nous donnons des traitements, des produits anesthésiants dans ce sens. Et ça, c'est fait par l'équipe de réanimation. Voilà. Et c'est juste pour dire que ce sont des alternatives qui permettent de traiter ces formes auxquelles il n'y avait aucun traitement qui permettait l'amélioration clinique. Voilà, c'est un peu dans ce sens. Donc c'est important de le savoir et qu'aujourd'hui, quand même, nous avons de bons résultats par rapport à ces pathologies. Et je m'y intéresse énormément à tout ce qui est, parce que ce sont des pathologies qui nous mettent quelque part, c'est un véritable challenge pour nous, parce qu'elles nous mettent dans le défi. Et ça nous permet de rechercher, d'essayer d'aider au maximum comment justement pallier et améliorer le bien-être du patient et en même temps de la famille, parce que ça a des conséquences aussi au sein même de sa famille, que s'il est marié par rapport à son épouse, à ses enfants, ou bien sa grande famille aussi. Donc ça crée quand même une grande souffrance dans ce sens-là. Vous avez évoqué, professeur, l'hypnose parmi les arts thérapeutiques. C'est un sujet qui me fascine moi particulièrement et Oui. je sens qu'il y a beaucoup d'idées reçues et de zones d'ombre d'hypnose. Quelle est son utilité en psychiatrie? Son utilité, c'est un traitement complémentaire, hein, qu'il faudrait le comprendre. C'est un traitement complémentaire et qui a montré toute son efficacité dans le traitement des anxiétés, des phobies, des troubles, des addictions dans ce sens. Et c'est une technique aujourd'hui qui est prouvée scientifiquement et qui a montré tout son intérêt dans ce sens. C'est vrai qu'il faut toujours revenir à l'essentiel, que ce sont des techniques où aujourd'hui les neurosciences permettent de montrer toute leur utilité, qu'elles sont scientifiques. D'accord, elles ne sont pas auréolées comme ça d'une espèce de mystère ou des choses de cet ordre-là. Tout à fait, oui. Professeur, j'aimerais parler maintenant du surmenage chez les étudiants, Oui, particulièrement chez les étudiants en médecine, puisque c'est notre audience. oui. Comment définiriez-vous le surmenage et avez-vous des exemples? Alors, le surmenage, d'abord, comment il faut le reconnaître? Le surmenage, il y a ce qu'on appelle le surmenage au niveau émotionnel. Vous allez voir que ce sont des étudiants qui vont commencer à présenter une fatigue intense et qui n'est pas réparée malgré au repos. Donc, il persiste. Donc, il y a une fatigue comme ça qui persiste. C'est quelqu'un qui va commencer à manifester un désintérêt, hein, par rapport aux études, une perte d'intérêt dans ce sens. Ce sont des sujets qui vont devenir irritables dans son entourage. C'est quelqu'un qui va plus se joindre aux autres. Et puis, forcément, si ce n'est pas pris en charge, le surmenage émotionnel aura des conséquences. Et ça va évoluer vers des troubles anxieux ou
carrément de la dépression. Donc il faudrait repérer. Mais le surmenage aussi, il est lié avec quoi? Il est lié aussi avec une qualité, une bonne hygiène de vie par rapport au sommeil. Il faut avoir une très bonne qualité de sommeil parce qu'il ne faut pas oublier que le sommeil est réparateur. Le sommeil permet, oui, permet de consolider, même au niveau de toutes les informations, de notre mémoire, notre attention, notre concentration, un peu dans ce sens. Vous savez, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé pour moi quand j'étais en préclinique, dans un module d'anatomie. Eh ben, je me rappelle que j'avais veillé énormément et avec soumis à un stress comme ça intense parce qu'il fallait reproduire à ce moment les schémas, les choses qu'on nous avait données. Et bon, pour moi, il fallait que j'ai les maximum d'informations et à ce moment-là, j'avais veillé toute la nuit. Donc j'ai peu dormi. Et le lendemain, quand j'ai été à l'examen de module d'anatomie, je lis la question, je vois la question. Et ce que je reproduis dans ma feuille n'a absolument rien à voir avec ce que j'étais en train de lire. Donc j'ai répondu totalement à côté. Bon, j'ai eu un 5, hein, c'est-à-dire vraiment une note, heureusement, elle n'était pas éliminatoire. J'ai pu me rattraper par la suite. Et là, c'est pour dire les conséquences du surmenage, les conséquences du fait d'avoir une mauvaise qualité de sommeil. Il y a une répercussion directe sur vos connaissances et il y a une répercussion sur le fait que le cerveau ne veut pas pouvoir, comme on dit, ramener l'information dans ce sens. Donc il va y avoir des difficultés à avoir recours même à l'information qui est là, bien enfuie. Et donc il y a ce qu'on appelle comme une espèce de brouillard qui se met en place. Donc alors c'est pour revenir au surmenage. Ce surmenage, vous savez, les études en médecine sont des études longues qui demandent beaucoup forcément de sacrifices, d'investissement, mais il ne faut pas oublier au préalable qu'il faut se préserver sa santé mentale, préserver sa santé physique, et cela ne peut passer que par une hygiène de vie, comme on va dire, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie sur le plan alimentaire et sur le plan sommeil. C'est savoir quand même prendre du temps et préserver son sommeil dans ce sens-là. Vous avez donné pas mal de conseils aux étudiants. Est-ce que vous pouvez récapituler maintenant pour toute personne voulant préserver sa santé mentale? Alors oui, préserver d'abord, la première des choses, c'est, vous savez, c'est bon, le premier, on avait parlé avoir une bonne hygiène de vie, c'est important, mais c'est surtout avoir des occupations, avoir des loisirs. Ça, c'est très très important. Faire une activité sportive, une activité physique, qui apporte énormément et sur le plan physique et sur le plan mental. C'est-à-dire, Professeur, si je ne me trompe pas, que l'activité physique régulière est un très bon traitement oui, pour tout ce qui est dépression. c'est un complément. Vous savez qu'aujourd'hui, nous intégrons dans notre pratique et chez nos patients d'une manière systématique l'activité sportive dans ce sens. Elle apporte un état de bien-être dans ce sens-là. Alors, c'est surtout savoir prendre le temps et le temps pour soi. Hein, savoir prendre ce temps. Et ce temps, vous pouvez l'avoir aussi en ayant recours aussi aux techniques de relaxation. Savoir se relâcher, savoir se détendre. Et ce qui est important aussi, c'est quand on est dans ces situations ou bien en souffrance, il ne faut pas hésiter à venir consulter pour avoir une aide, pour avoir un accompagnement, pour ne pas laisser que le trouble s'inscrit dans le chronique. Quand on est en situation, quand on est en difficulté, parfois on a besoin d'un espace de parole, et cet espace de parole va permettre justement de parler de ses émotions et prendre de la distance vis-à-vis de ses émotions.
Ça, c'est quand même important. C'est vrai que Voilà. parfois, en tant qu'étudiant, on n'aime pas trop en parler à nos parents et on se dit que ça va les stresser et tout. Du coup, c'est une très bonne alternative de venir consulter, que ce soit chez un Oui, psychiatre ou même un psychologue, docteur. oui, oui, ça va de soi. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de 12-8. Un immense merci à vous, professeur, pour cet échange riche et passionnant. Vous avez su éclairer des aspects souvent incompris de la psychiatrie et déconstruire des idées reçues et des mythes. Ben, pour moi, c'est toujours un grand plaisir de partager avec les étudiants en médecine. Euh, je trouve que c'est très très important qu'il y ait ces échanges parce qu'on apprend aussi beaucoup des étudiants aussi. Hein, faut pas l'oublier. Donc cet échange est important et j'espère qu'il y a enfin quelque part euh, va apporter certains éclaircissements hein, par rapport à, comme vous avez défini un peu ces mythes, un peu, démystifier un peu ce que c'est que la psychiatrie, redéfinir un peu la psychiatrie, qu'on arrive à mieux comprendre ce que c'est, qu'on n'est plus maintenant entouré de ce mystère, de ce préjugé. Voilà. Et je vous remercie un peu et je remercie l'équipe de clubs initiaux de cette initiative qui est une très très bonne initiative et longue vie par la suite. C'est un plaisir pour nous, professeurs. Et ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la santé mentale nous concerne tous, que c'est très important d'en parler sans tabou. Merci. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à nous laisser votre avis. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast 12-8.